Bienvenue dans cette rencontre autour des paravents mis en scène par Arthur Noziciel. Je suis ravie d'accueillir nos trois invités qui sont trois amoureux fous de Jean Genet, Albert Dichy, Olivier Neveu et Arthur Noziciel. Albert Dichy, vous êtes directeur littéraire de l'IMEC, l'Institut Mémoire des éditions contemporaines. Vous êtes spécialiste de Jean Genet. Vous êtes coéditeur de ses œuvres complètes à la Pléiade et vous êtes commissaire de l'exposition Les Valises de Jean Genet qui est présentée en ce moment même à l'IMA à Paris. Merci d'être avec nous ce soir. Olivier Neveu, vous êtes professeur en études théâtrales à l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes spécialiste de Jean Genet et vous lui avez consacré un livre intitulé Le théâtre de Jean Genet. Arthur Noziciel, vous êtes directeur du TNB. Vous êtes, je le présente malgré tout, directeur du Théâtre national de Bretagne, metteur en scène des paravents et grand amoureux de Genet, je le disais, puisque c'est la deuxième fois que vous le mettez en scène. En 2015, vous aviez mis en scène Splendide, ce que vous aviez présenté au Théâtre de l'Odéon, au Théâtre de la Colline, avec un acteur qu'on retrouve dans les paravents, Xavier Gallet. Alors avant de poser ma première question, je voudrais vous rappeler l'intitulé de cette rencontre, Les paravents, une pièce qui fait date, et commencer par une toute petite introduction avec justement quelques dates repères dans l'histoire en fait de ces paravents. Jean Genet commence la rédaction des paravents en 1956, soit 2 ans après le début officiel de la guerre d'Algérie. Il écrit plusieurs versions et il arrive à une première publication de la pièce en 1961. Elle est publiée chez l'Arbalète. 1 an, donc, avant la fin de la guerre, avant que les accords d'Évian soient signés. 1962, fin de la guerre. La pièce n'est pas montée. Elle est en revanche traduite et montée dans d'autres pays d'Europe, au moins de manière fragmentaire. Et il faut attendre 1966 pour que Jean-Louis Barrault, directeur du Théâtre de l'Odéon, qui s'appelait à l'époque Théâtre de France, n'en commande une première mise en scène à Roger Blin. Roger Blin s'entoure alors de 60 comédiens, dont Maria Casares, à qui il confie le rôle de la mère, et les paravents sont créés. Alors, on est en avril 66, l'accueil est plutôt bon sur les premières dates, et le 4 mai 1966 éclate un scandale devenu mythique. Et c'est là-dessus que je voudrais commencer la rencontre. Que se passe-t-il, Albert, le 4 mai 1966, dans le théâtre, devant le théâtre, et jusqu'à l'Assemblée, un peu plus tard? Oui, c'est ce qu'on a appelé la bataille des paravents. C'est-à-dire qu'en fait, les paravents, c'est peut-être la pièce qui aura suscité au XXe siècle la plus grande bataille ou scandale dans le monde du théâtre. Il y a eu le Vicaire juste avant, mais les paravents, ça a débordé même le lieu du théâtre, puisque bien sûr les comédiens, les représentations étaient interrompues par des parachutistes, des paras qui rentraient dans la salle et qui parfois sautaient d'un étage, enfin des loges en bas. Ils lançaient des projectiles contre les comédiens, mais ils ont dû à plusieurs reprises même baisser le rideau de fer pour protéger les comédiens, attendre que ça se calme et reprendre les représentations. Mais ça a été aussi une bataille dans la rue, puisque il y avait le groupe Occident, dirigé par un certain Jean-Marie Le Pen, menait la charge contre les représentations, qu'il y a eu un service d'ordre qui a été créé pour protéger le théâtre. Et dans le service d'ordre, il y avait quelqu'un qui s'appelait Daniel Cohn-Bendit, par exemple, et Patrice Chéreau. Et donc, du coup, on a eu quelque chose, on est en 1966, donc autour du Théâtre de l'Odéon, on a une sorte de répétition de mai 68 qui aura lieu 2 ans plus tard et où le théâtre va être occupé.
Donc on a vraiment une bataille, et qui se propage aussi dans la presse, veut dire que et même qui va jusqu'à... Bon, la presse, évidemment, est incendiaire. Les journaux de droite demandent l'interdiction de la pièce, demandent surtout l'arrêt de la subvention à Jean-Louis Barrault, puisque c'était l'Odéon, c'était l'Odéon Théâtre de France. Donc, c'était un théâtre entièrement subventionné, comme il l'est toujours. Et donc, c'était avec l'argent donc des contribuables qu'on montait une pièce qui paraissait attaquer l'armée française en pleine guerre d'Algérie. Ou en tout cas, on est en 66, peu de temps après la fin de la guerre d'Algérie, où les blessures étaient encore très vives. Donc on a quelque chose qui se produit. D'ailleurs, c'est assez formidable que la pièce soit présentée après le TNB à l'Odéon. Je veux dire que c'est la première fois que une des pièces qui aura marqué toute l'histoire du XXe siècle de l'Odéon est reprise. Donc c'est un événement en soi. Et donc voilà, c'était alors il y a eu, ça a été même un peu plus loin, puisque la subvention a été discutée à l'Assemblée nationale, qu'un ministre de la Culture, qui n'est pas totalement oublié, qui s'appelait André Malraux, a pris la défense des paravents. Je ne crois pas qu'il aimait beaucoup la pièce, je ne crois pas que la lecture de Genet l'ait beaucoup bouleversé, mais il a quand même fait une intervention. Bon, il faut dire que à l'Assemblée, le plus grand acteur, c'était André Malraux. C'est même un plus grand acteur, peut-être qu'écrivain, mais là j'exagère. Et donc il a fait une déclaration qui était formidable, où il disait: la liberté n'a pas les mains propres, mais on réfléchit par deux fois avant de la jeter par la fenêtre. Et il a défendu la liberté de montrer des pièces qui ne sont pas nécessairement des pièces qui sont affidées ou qui défendent la vision gouvernementale de la culture. Donc là, il a fait... Et donc la subvention n'a pas été retirée, mais les représentations ont été interrompues. Il y a eu très peu, finalement, de représentations des paravents en 1966. Et puis, 2 ans plus tard, quand il y a eu mai 68 et que le théâtre a été occupé, c'était la goutte d'eau. Donc, Barrault a été éjecté de la direction du théâtre. Barrault, qui était quand même, à cette époque, peut-être le metteur en scène le plus connu de France. Et donc, il a été éjecté de la direction du... Donc voilà, c'est une pièce qui n'a pas seulement suscité un scandale en tant que pièce, mais c'est toute la ville qui était en ébullition. Olivier, je m'adresse à vous justement, à toi, pour rebondir justement sur la spécificité de ce scandale. Est-ce que effectivement c'est le plus gros scandale du XXe siècle? Je crois, j'ai l'impression qu'il faut revenir à 1830 pour en avoir un à peu près équivalent. Et d'ailleurs, est-il équivalent autour d'Hernani, connu justement comme la bataille d'Hernani, le Hernani de Victor Hugo. Et il faut, de l'autre côté de l'histoire, aller peut-être jusqu'en 2005 pour... voilà, et Avignon 2005, pour avoir quelque chose d'aussi scandaleux. Qu'est-ce qui fait Avignon 2005, Yann Fabre, tout ça, le scandale d'Avignon? Est-ce que d'abord ces 2 événements, ces 2 autres scandales sont équivalents? Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce scandale? Est-ce qu'on n'est pas là face à un scandale à la fois politique, esthétique, moral? Je sais pas. D'abord, peut-être la première chose, c'est que il y a quand même, Albert vient d'y faire référence, il y a un scandale aussi quelques années avant autour du vicaire de Rollefort-Route sur je sais pas comment dire, on pourrait dire l'indulgence de la papauté du Vatican dans la déportation des Juifs, qui amène à des grosses manifestations en Suisse et autres. Bon. Alors après, effectivement, il y a une singularité des paravents. D'abord, il y a
mais on pourrait peut-être dire ça aussi d'Hernani, il y a une cristallisation politique extrêmement forte autour de la jeunesse. Albert vient de le dire. Moi, quand j'avais un peu travaillé sur ces... J'ai rencontré tellement d'anciens militants qui étaient supposés avoir milité et avoir protégé le théâtre. Alors, je ne sais pas s'ils y étaient vraiment, hein, mais il y en avait beaucoup, beaucoup. Et parce que c'était des combats et des affrontements avec des jeunesses fascistes. Donc, il y avait un beau espèce de cristallisation. On est très peu de temps après la guerre d'Algérie. On est dans une armée qui essaye de faire valoir ça. Donc, je pense qu'il y a une cristallisation générationnelle forte. C'est des années aussi où la jeunesse se mobilise sur des questions artistiques ou fait de questions artistiques des questions emblématiques d'autres choses. Ça va être l'Anglois à la Cinémathèque, c'est l'interdiction de la religieuse de Rivette par Malraux. Donc il y a ça. Après, sur la vraie singularité, il y a une chose qui est intéressante par rapport à d'autres scandales qu'on a pu vivre, c'est Paul Thévenin qui raconte ça, qui raconte que Genet et Roger Blin jubilent. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout pour eux un problème qu'il y ait des manifestations, que les petits groupes de paras ou de fascistes s'excitent. C'est au contraire. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la jubilation, de la joie, de voir que ça produit ça. Bon. Et je trouve c'est intéressant parce qu'on a eu quelques scandales ces dernières années qui sont beaucoup pris du point de vue de la victimation. Bon. Là, il y a une espèce de chose un peu offensive. Je ne suis pas du tout sûr que ça a été fait pour ça, même si Blin, qui est quand même un des noms très très importants de l'histoire du théâtre au XXe siècle, est très très effacé. Enfin, c'est quand même, on lui doit Genet, on lui doit Beckett, on doit beaucoup beaucoup de choses à Roger Blin, et c'est un nom, mais ça ressemble à la subversion de son parcours. C'est vraiment quelqu'un qui aimait, il le dit d'ailleurs dans ses mémoires, qui aimait le désordre, qui aimait créer ça et qui aimait aussi les grandes œuvres. Bref, cette jubilation, je la trouve très symptomatique ou emblématique de quelque chose. Encore une fois, je pense pas du tout que ce soit le projet de Genet, mais que ça rencontre une telle animosité que les fascistes tombent les masques, là où on met des masques sur scène. Il y a quelque chose, je pense, d'assez jubilatoire. Et puis la troisième chose, dans les lettres à Blin, par rapport à ta question, il y a une chose que je trouve intéressante dans ce que dit Genet, de la réception ou de cette réception-là, passer la jubilation. Par ailleurs, je ne sais pas si elle est exacte. Enfin, Paul Thévenin en parle, mais je ne sais pas si c'était tous les jours, tous les soirs. Mais Genet dit une chose que je trouve, pour le coup, qui connecte pour moi directement à la pièce. Il dit, mais en fait, ces petits groupes fascistes d'Occident et autres, qui donneront pour certains d'ailleurs des ministres par la suite, en fait, ce qui caractérise leur lecture, c'est qu'elle est paresseuse. En fait, ils ne savent pas lire une pièce. Ils sont dans une espèce de littéralité qui écrase tout. Et je trouve que c'est très... Et en fait, ils ne voient pas, ceux qu'ils n'arrivent pas à voir, ces petits fascistes ou ces gros fascistes, qui empêchent le spectacle, ceux qui n'arrivent pas à voir, c'est que sur scène, ça joue. En fait, ils ne sont pas capables de prendre la mesure de ce que c'est que des acteurs qui disparaissent, apparaissent, ce que c'est que ce jeu des apparitions, des illusions, et ils écrasent sur le sens qu'ils reconnaissent tout ce qu'ils voient, au lieu précisément Et donc, il y a quelque chose, je trouve, intéressant dans cette manière de... Alors après, il y a beaucoup de mauvaise foi dans la riposte de Genet, mais que je trouve intéressant dans cette manière de venir dire... en fait, le malentendu du spectacle, il naît par une sorte de paresse d'interprétation qui n'est pas capable, en fait, de percevoir ce qu'il peut y avoir de poésie là-dedans. On va évidemment revenir sur le malentendu, mais avant, je voudrais te donner la parole, Arthur, et justement t'interroger sur ce scandale, parce que ton travail est particulièrement tourné vers l'histoire des pièces, l'histoire de leur rédaction, le contexte de leur rédaction, l'histoire de leurs auteurs. Et quel a été ton rapport, quel est ton rapport à ce scandale, et quel est ton rapport, même plus globalement, à l'histoire des paravents depuis 1966 ? Albert l'a dit, ce projet ira à l'Odéon, retrouvera ce théâtre. Comment est-ce que ça a joué pour toi ? Ça a été le projet même. C'est-à-dire, en fait, c'est à l'Odéon, enfin, c'est Didier Juillard et Stéphane Brunfey qui m'ont sollicité, en fait, en me demandant quels étaient mes projets et s'il y avait quelque chose que j'aurais envie de faire à l'Odéon. Enfin, c'était une invitation à y travailler. Et donc, j'ai tout de suite pensé, en fait, auparavant, c'était une pièce que j'avais envie de monter depuis longtemps. Enfin, envie de monter, on va dire, mais sans forcément déclencher la production, parce que c'est compliqué, mais j'ai toujours besoin d'avoir une espèce d'alignement, en fait, entre un moment,
un contexte, un lieu, une histoire pour m'engager dans un projet. J'ai pas une pile de pièces comme ça que je vais monter les unes après les autres. Donc les paravents c'était là, mais ça me semblait immontable. Cette pièce est tellement monstre comme ça que j'allais dire de se dire de but en blanc et maintenant je fais les paravents. Je voyais pas tellement le sens de ça. Et donc en revanche cette proposition de l'Odéon, là je me suis dit si j'ai la possibilité de faire quelque chose à l'Odéon et d'y faire quelque chose qui aurait du sens et qui soit vraiment excitant, alors les paravents. Parce que, et donc pour moi c'est le point de départ. Mais pas le scandale forcément. Le scandale il est lointain un peu pour moi. Puis comme l'a dit Olivier, l'histoire, les médias, on reparle du scandale, donc on refait du scandale sur le scandale à chaque fois qu'on en parle. Mais en réalité, j'y étais pas. Mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a des choses comme ça qui se passent au théâtre, c'est toujours des petits groupes qui arrivent à générer comme ça une attention, un emballement. Et que ce soit pour les paravents ou tous les autres qu'il y a pu avoir, c'est à chaque fois des gens qui sont hyper littéraux, qui sont jamais dans l'interprétation et qui utilisent le projet pour l'écraser, comme tu dis, pour en écraser le sens. Donc de ça à Castellucci, à Thomas Bernhard, c'est toujours la même chose. Enfin, je sais pas. Mais en revanche, je pense qu'il y a aussi une dimension. Alors, je sais pas si elle est scandaleuse, mais qui peut avoir fait date, qui est quand même la question formelle. Dont on parle plus parce qu'on parle justement d'Occident, etc. Mais il propose un théâtre qui essaye d'être totalement en dehors du théâtre de son temps, de quelque chose d'absolument inédit, qui est une expérience, qui n'est pas le théâtre tel qu'on l'envisage à l'époque, mais qui devient une expérience spirituelle, métaphysique, poétique, physique, qui met le spectateur à rude épreuve par rapport à tout ce qu'il croit attendre et savoir du théâtre à ce moment-là. Comment il déjoue constamment la dramaturgie en créant de l'improbable et de l'incohérence. Comment il raconte une histoire irracontable, comment il perd des personnages en route, comment il manie tout le temps le paradoxe, fait qu'on est en face de quelque chose qui échappe à tout ce qu'on connaît. Donc, non seulement dans l'histoire et la façon qu'il la raconte, et puis aussi dans la façon dont il va, traiter la langue. Donc tout ça fait qu'on est en face quand même d'un objet qui est assez inédit et qui se positionne dans son époque par rapport au théâtre de son temps aussi. Alors, comme la bataille d'Hernani, finalement, on l'a réduite aussi à la bataille politique, alors que la vraie révolution, elle était peut-être dans l'invention formelle d'Hugo à ce moment-là, dans comment il va réinventer le théâtre à ce moment-là. Donc il y a les deux un peu qui vont ensemble. En tout cas pour moi, et pour revenir à ce projet spécifiquement, replacer les paravents dans le lieu même, non pas où il a fait scandale, mais où il a été créé, c'était aussi, c'est davantage pour moi quelque chose que j'aime au théâtre, qui est comme Genet dit que lui ne met pas en scène des histoires mais des cérémonies, qui ne raconte pas des histoires mais des cérémonies ou des rituels. J'ai l'impression que ce qui m'intéresse au théâtre, c'est ça aussi. Et donc, je trouve beaucoup de résonance par rapport au théâtre que j'aime faire dans les paravents. J'y trouve impossible pour moi, mais surtout de le réinscrire dans le lieu où il a été créé, c'est rajouter de la hantise dans une histoire et de la mémoire et de quelque chose qui traverse. Et je pense que dans des périodes comme celles qu'on traverse, qui sont des périodes de grande amnésie à tous les niveaux, alors je ne vous dis même pas le théâtre, qui est quand même un art éphémère dont il reste quasiment rien, je ne peux pas m'empêcher de me dire il y a quelque chose, il y a une façon de se relier à la création de cette pièce, à son évolution peut-être avec Chéreau, avec la présence là dans le spectacle de deux acteurs qui étaient dans la mise en scène de Chéreau, de même que Chéreau avait rappelé Maria Cazares qui était dans celle de Blain. Et donc on raconte les paravents mais aussi une histoire des paravents. Alors le scandale pour moi il est un peu il est très périphérique. Et puis pour aller dans le sens de ce qu'a dit Olivier, c'est intéressant que par rapport à Blain, que la scène qui avait rendu dingue tous ces gens, l'OAS, les paras, tout ça, c'était la scène d'Idépais, où en fait, qui est une scène où un lieutenant est assassiné pour qu'il puisse mourir avec le sentiment de sa patrie l'environnant. Les soldats avec lui décident de lui péter à la figure, chacun ayant gardé en lui un peu d'air de chez lui.
Et donc, effectivement, on peut être hyper littéral et voir ça comme une chose très vulgaire. On peut y voir une chose absolument métaphysique. De quoi sommes-nous faits, enfin, et puis quelque chose de très poétique sur l'origine aussi. Est-ce que ce qui fait de nous, c'est l'air du pays qu'on a en nous? Est-ce que c'est la langue qu'on parle? Est-ce que c'est notre sang? Est-ce que c'est là où on est? Enfin, voilà, je trouve qu'il y a des choses... Et bref, quand on est littéral, effectivement, on voit des soldats qui pètent à la gueule d'un lieutenant. Mais cette scène, elle n'était pas prévue pour être sur scène. C'est Blin qui a pris l'initiative de la mettre sur scène et de déclencher aussi la bombe un peu comme ça. Et pour revenir aussi dans ce que tu disais, parce que je crois qu'on a du mal à mesurer pour les gens, ils en venaient aux mains. Hein. Il y avait quand même des gens qui allaient sur le plateau, qui tabassaient des acteurs. Enfin, je veux dire, il y a un podcast vachement bien sur France Culture avec Michel Creton qui raconte comment ils se battaient physiquement sur le plateau avec les gens qui bondissaient comme ça des loges pour arriver sur le plateau. Enfin, on était quand même dans un truc... Et le truc très très drôle sur la scène d'épée, justement, c'est que pour attaquer le spectacle, tous ces groupuscules se donnaient rendez-vous pour intervenir à cette fameuse scène d'épée. Ce qu'ils ne savaient pas, puisqu'ils sont bêtes et qu'ils lisent pas, c'est que la scène arrive au bout de 3 heures, en fait. Donc ils étaient obligés de se taper 3 heures de spectacle pour enfin pouvoir bondir sur le plateau. Mais je peux pas dire, voilà, je peux pas dire que moi ce soit le scandale qui m'est ni passionné, ni interpellé. Ce qui me plaît et ce qui m'émeut beaucoup, c'est de penser qu'un jour, dans 8 mois, 9 mois, je sais pas, on va jouer ce spectacle sur le plateau où il a été créé. Ça, pour moi, c'est le sens du projet, pas le scandale. Oui, si je peux juste rajouter une chose, je suis tout à fait d'accord. Je pense que effectivement le scandale, il est là, mais il est périphérique, comme tu dis. Et au fond, de façon générale, il y a toujours un malentendu dans le scandale. C'est-à-dire que en réalité, là, le scandale des paravents, effectivement, la scène d'épée, le traitement de l'armée française sur la scène, c'est ça qui a soulevé vraiment le truc. Mais en réalité, comment dire, les pièces et les œuvres qui suscitent du scandale sont toujours beaucoup plus scandaleuses que le scandale qu'elles suscitent. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui, je veux dire, le scandale suscité par les Fleurs du Mal n'est rien par rapport au caractère profondément scandaleux des Fleurs du Mal. Et si on veut lire les Fleurs du Mal aujourd'hui, il faut aussi les lire en décapant tout l'objet culturel qui les représente pour arriver à voir à quel point c'est scandaleux. Et au fond, dans la pièce de Genet, il y avait une chose qui était beaucoup plus scandaleuse que le traitement de l'armée française ou tout ce que les partis de droite ont voulu voir. Il y a une lecture politique, même si Genet a toujours dit, mais on reviendra dessus, que c'était pas la guerre d'Algérie, mais en réalité, il y a une lecture politique de la guerre d'Algérie, et elle est d'autant plus vive qu'elle se fait, comme Laïla l'a rappelé, la pièce est écrite en pleine guerre d'Algérie. Elle est commencée peu de temps après le début de la guerre d'Algérie. Et déjà, Genet voit une chose. Il met en scène 2 grands partis. Il y a les colons d'un côté et il y a les révolutionnaires, les colonisés, les Arabes de l'autre côté. Mais il perçoit une chose, il perçoit que l'opposition, le rapport d'opposition qui met face à face les colons et les révolutionnaires produit un effet, c'est-à-dire que ceux qui s'opposent finissent par ressembler à ceux à qui ils s'opposent. Et donc, il voit cette chose, c'est-à-dire que le FLN naissant n'est en train que de créer un autre pouvoir qui va remplacer le pouvoir colonial français par un autre pouvoir. Et que d'une certaine façon, ça revient au même, puisque c'est toujours un pouvoir qui remplace un autre pouvoir. C'est pour ça qu'il y a au cœur, entre les 2 grands blocs, il y a cette famille des orties qui représente quelque chose qui échappe à l'opposition. Et ça, c'est infiniment plus scandaleux. Je veux dire, si la gauche française avait pu lire ce que disait vraiment
une pièce comme Les Paravents, c'était beaucoup plus scandaleux que les petites provocations autour de l'armée française. Je suis tellement d'accord avec toi que ça, c'est aussi ce qui a pu me donner envie de le faire. Parce qu'il y a très peu d'auteurs et de textes qui échappent à ce point-là à la question morale, en fait, et qui règlent la question politique comme ça. Et donc, dans une époque, je trouve, aujourd'hui, où justement on est dans des schémas extrêmement manichéens, de rappeler que au moment de la guerre d'Algérie, avec cette vision-là, il va mettre dos à dos tout le monde, en fait, pour dire ce monde-là doit crever, et il y en a un autre, il y a une troisième voie, et cette troisième voie possible, elle n'est que dans la mort et dans la poésie. Et c'est ce geste-là qui est de l'ordre du manifeste et qui dit, voilà, il y a un monde qui doit disparaître parce que ce monde ne finit que par se reproduire, et quel que soit le côté dans lequel on se place, de toute façon, la guerre, l'amour. Il est dit, vous allez bientôt coucher ensemble. Hein, elle dit ça aux combattants du FLN. Elle dit, bientôt vous allez coucher avec eux. Et donc, c'est comment il invente cette troisième voie possible, qui est celle de la poésie, en fait, comme un refuge, comme un endroit où on peut s'extraire du monde et donc échapper à un point de vue et un rapport moral au monde. Et c'est en ça aussi qu'il y a quelque chose de très subversif. Et je pense que cette subversion, elle est encore aujourd'hui, et que finalement, je ne sais pas si les gens vont l'entendre encore, parce que c'est difficile à entendre. Et moi, en tout cas, c'est ça qui m'émeut et c'est ça qui me donnait envie, c'est enfin de retrouver un théâtre qui soit pas un endroit de dénonciation, qui fasse pas la différence entre les bons et les méchants, qui ne juge pas, mais qui est encore au-delà de ça et qui obéit à une logique esthétique et non plus une logique morale. Alors, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est très important de vous entendre dire, de formuler de manière aussi claire que peut-être que tout le scandale est un vaste malentendu. Mais je voudrais revenir aussi justement sur la place tellement étonnante que Genet propose à l'histoire dans sa pièce. Il y a effectivement quand même ce contexte de la guerre d'Algérie. On est dans une ville arabe qui n'est pas si précise que ça, mais on y reconnaît quelque chose comme une ville algérienne. Il y a effectivement une armée qui débarque, mais ce qui est, vous avez commencé à le dire tous les trois, ce qui est tout à fait frappant, c'est que les personnages principaux, centraux en tout cas, du livre, sont à côté de l'histoire, marchent et cheminent à côté de cette guerre d'Algérie dans laquelle ils ne s'impliquent pas. Alors qu'est-ce que, selon vous, Genet nous dit à la fois de la guerre et de ses personnages, en inventant cette chose folle d'avoir ce contexte et des personnages à côté, qui vagabondent hors de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils s'arrachent au temps historique qui est le leur. Oui, mais effectivement, c'est le cœur de la pièce, ça, ce qu'il a appelé la famille des orties. Déjà, le mot ortie, c'est ce qui pousse hors du jardin, donc c'est ce qui est hors de l'histoire aussi, effectivement. Et c'est cette ligne, en fond, tu parlais de troisième voie, voilà, il y a une ligne qui se trace. Alors, où est-ce qu'elle va, cette ligne? On ne le sait pas. Je crois, à un moment donné, il parle du pays du monstre. On va vers un pays mais en tout cas, un pays, ou en tout cas une ligne qui va... Là, je parlais de l'opposition tout à l'heure, c'est quand même assez fort, parce que chez Genet, ça a été une grande réflexion tout au long de son œuvre. C'est qu'au fond, la politique commence avec le principe d'opposition. C'est comme ça qu'il y a des partis, la démocratie se fait aussi sur ce principe, mais Genet pointe ce danger qu'il y a dans toute opposition, c'est celui de la reproduction du même, c'est-à-dire un parti remplace un autre et reproduit la même chose. Donc
Donc c'était vraiment très important pour lui de tracer quelque chose qui ne soit pas pris dans je dirais presque dans le politique, c'est-à-dire qui échappe à ce principe d'opposition. Et c'est quelque chose qu'il a appris aussi, qui est aussi quelque chose qui est relié à sa propre vie. Je veux dire que lui-même, Genet, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire que même si on veut fixer une origine sociologique à Genet, on ne peut même pas dire, il n'est pas ni d'un milieu ouvrier, ni d'un milieu paysan, ni d'un milieu... Il vient d'une frange sociale, c'est-à-dire il vient l'assistance publique, les colonies pénitentiaires, il vient vraiment de cet espace qui échappe même au repérage. Hein. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qu'il a voulu défendre dans son œuvre, c'est ce qui échappe au repérage. Par exemple, lorsqu'il fait sa première pièce, on va dire, tout est toujours politique, c'est Genet, mais les bonnes déjà, c'est assez étonnant parce que il choisit exactement les bonnes, c'est-à-dire une frange, quelque chose qui n'a aucune représentation dans la politique ou qui n'est défendu ni par la gauche ni par la droite. Les bonnes qui sont dans un rapport qui sont à la fois, bien entendu, des opprimés, des exploités, mais en même temps qui sont tellement proches du pouvoir qu'elles sont suspectes. Et donc, c'est comme si, avec un radar, il explorait tout ce qui échappe à la représentation sociale. Et là, il va prendre au cœur de la Révolution l'histoire d'un petit voleur, parce que le vol est quelque chose le vol, c'est pas rien pour Genet, hein. Il a écrit Journal du voleur. Donc, s'il y a un titre dont il s'est réclamé, c'est celui-là. Et le voleur, il est... qu'est-ce que c'est politiquement, le voleur ? C'est impossible à résoudre. Et il y a un événement quand même dans la vie de Genet qui est fondateur, je pense, de son rapport à la politique. C'est que il est en prison pendant à peu près, il passe toute l'occupation en prison. Il doit être libéré à la fin de 1943 parce que il a purgé le temps pour vol. D'ailleurs, pour vol dans une librairie qui se trouve juste en face de la Comédie Française. Et donc, je me suis toujours dit que le libraire de la Comédie Française, si on lui avait dit à ce moment que le petit voleur qu'il arrêtait serait joué dans l'établissement d'en face, ça l'aurait assez étonné. Mais donc, il est en prison, il doit être libéré. Il ne l'est pas parce qu'il tombe à ce moment sous le joug de la loi vichiste sur le vagabondage. Il est sans domicile fixe, donc il ne peut pas sortir. Et il reste en prison et il risque la déportation à quelques jours près avec les vagabonds. Et là encore, les vagabonds pendant la guerre, c'est quelque chose qui échappe aussi au regard. Et lorsqu'il y a la libération de Paris et qu'on ouvre les prisons et qu'on libère les prisonniers politiques, Genet pense naïvement qu'il va être aussi libéré. Or, pas du tout. Il est un prisonnier de droit commun. Et là, dans cette différence entre le droit commun et le droit politique et le prisonnier politique, il y a Genet pense qu'ils défendent la même chose et les politiques pensent que non. Et donc Genet vit ça de façon très, très profonde. Il a il développe à partir de ce moment-là une réticence et un rejet du politique parce qu'il pense que les politiques, justement, ne prennent pas en charge les droits communs et que une des premières choses que la politique doit faire, c'est de prendre en charge les droits communs qui sont aussi
dans une oppression politique. Voilà. Alors on est dans une position un peu radicale, on va dire, hein, mais ce sentiment qu'il a au moment de la libération, au fond, les paravents le dit, c'est-à-dire il y a l'opposition, les révolutionnaires, les choses, et puis il y a au milieu des petits voleurs que personne ne prend en charge et qui assurent le cœur, au fond, de la révolte. Excuse-moi, je me permets d'aller plus loin parce que c'est très important ça, parce que si scandale il y a, il est dans le fait de faire des personnages emblématiques de la pièce, des héros et des héroïnes, à partir de 3 voleurs et une pute. En gros, les grandes figures, c'est Warda, la famille des Orty, la mère, Leila, Saïd, qui vont s'encourager à aller de plus en plus loin dans le mal, un mal qui est jamais très défini par ailleurs. Hein, mais en tout cas, on est effectivement au Théâtre de France avec des personnages principaux qui sont des parias, qui sont des gens qu'on ne met pas en scène. Ce pas des gens qui ont accès au plateau. Et ce qui fait pour eux, et il est peut-être là le scandale, c'est qu'il leur invente une langue. Il leur crée une langue. Et que cette langue, une langue qui s'approche le plus de ce qu'il pourrait y avoir de, j'emploie le mot avec plein de guillemets, de divin, c'est-à-dire de quelque chose d'une telle poésie, d'une telle sublimité, c'est-à-dire cette obsession de la beauté comme ça, et d'arriver à produire non pas un langage qui serait un langage réaliste, c'est-à-dire de ne pas les faire parler comme on croit qu'ils parlent, et de ne pas les réduire en tout cas à ça, mais d'un seul coup de faire cette opération d'alchimiste qui va transfigurer ces parias, ces rebuts de la société et en faire les personnages centraux d'un spectacle comme celui-là, d'une pièce très longue. Elle fait 7 heures si on la monte dans son intégralité. C'est une sorte de soulier de satin du pauvre. Je crois que j'avais lu ça sur des critiques de l'époque qui disaient que voilà, c'était le soulier de satin du pauvre ou que le soulier de satin était les paravents des riches. Je ne sais plus dans quel sens c'était. Et donc là, il y a quelque chose d'éminemment politique et de scandaleux, mais c'est pas ça dont on a parlé. Mais dans le fond, créer cette langue qui est une langue aussi incroyable pour des gens comme ça qui seraient représentés autrement par d'autres, en ça, il y avait une opération assez subversive et ce rapport à la langue était quand même proche de ça, puisqu'il cherchait une langue qui soit la langue de l'oppresseur, c'est-à-dire nous, cette langue qu'il récupère et nous retourne encore plus élaborée, encore plus retravaillée pour y faire passer à l'intérieur des messages qu'on ne pourrait pas entendre s'il ne les parlait pas encore mieux que nous. Et cette opération-là, elle est extrêmement subversive. C'est-à-dire oui, voilà. Olivier, je rebondis sur ce qu'a dit Albert. Il a parlé justement dans le rapport de Saïd et Leila face à l'histoire comme ça, de 2 personnages qui cheminent à côté de l'histoire. Et toi, tu disais tout à l'heure que ce qui te frappait dans le théâtre de jeunesse, c'était que c'était un théâtre d'apparition et de disparition. Saïd et Leila disparaissent et ne ferment pas tout à fait la pièce qui se clôt sur une énigme quant à sa présence, justement. La pièce se termine avec cette question, mais où il est, Saïd? Il a disparu, Saïd? Je ne sais pas où il est, Saïd. Après, c'est l'une des choses les plus aussi très excitantes dans cette pièce, c'est qu'elle résiste. Et elle résiste au sens qu'on peut lui donner. Mais peut-être, pour essayer pas de répondre à la question, mais revenir sur cette évasion hors de l'histoire, en vous écoutant, là, je me disais, mais effectivement, chez Genet, il y a quelque chose de fondateur qui est l'opposition. On peut le dire avec un autre mot, c'est quelqu'un qui habite la négation. Mais c'est une négation sans contradiction. C'est-à-dire, elle n'est pas là pour être résorbée, on n'est pas là pour la résoudre. Il n'y aura pas de synthèse. Il occupe la négation. Ce qui fait que, même si je suis évidemment d'accord sur le fait qu'il pressent ce que le pouvoir va devenir du FLN, c'est pas la même chose, le peuple algérien et les colons français. C'est-à-dire qu'il est du côté du peuple algérien qui se libère d'une oppression coloniale insupportable. Mais, effectivement... Et il occupe la négation. Il dit dans un entretien, je crois, je voudrais que le monde ne change pas pour me permettre de rester contre le monde. Okay, quelque chose qui s'appuie à cet endroit-là. Après, ce que je trouve vertigineux, c'est qu'effectivement, il y a la famille des Orty. Et la famille des Orty,
me semble-t-il, elle incarne justement cette radicalité de la négation. C'est-à-dire que me semble-t-il, ce qui se joue dans la pièce et qui est, là pour le coup, c'est pas un message, hein, mais pour aujourd'hui, quand même une question qui est qu'est-ce que c'est qu'un nouvel État, qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir qui efface le petit tas de boue qui le compose. Qu'est-ce que c'est que cette innocence ou cette... Enfin, Genet nous renvoie à la figure nos aspirations à la vertu et à l'innocence. Voilà, il n'y a pas d'innocence. Et qu'une société qui fait abstraction de son petit tas de boue, qui fait abstraction du mal qui la compose, qui fait abstraction de sa négation, est une société qui se ment à elle-même, évidemment, et c'est une société qui, en fait, ne fait que reproduire les autres sociétés et qui n'est jamais... Donc la question, c'est comment être hospitalier à cette négation, et Genet sait que je pense que c'est impossible d'être hospitalier à cette négation, et d'ailleurs, il s'ancre dans une radicalité de la négation. Et j'aboutis à la question qui est, ou à ce que vous avez dit aussi sur la langue. Je trouve que le pas qu'il fait encore plus loin, c'est que le plateau incarne une négation en lui-même. C'est-à-dire qu'il prend la mesure de ce que c'est que ce petit espace dans le monde qui ne doit pas ressembler au monde. Voilà, c'est-à-dire qu'il dessine qu'est-ce qui se passe sur un plateau et qu'est-ce qu'on peut faire agir et dire sur un plateau qu'on ne retrouvera pas dans le monde à l'identique. D'ailleurs, dans les notes à Blin, il dit une chose là aussi très, je ne sais pas ce qu'on en fait, hein, mais il dit il ne faut pas allumer d'allumettes, parce que ça peut être... C'est la même chose dans la vie. Une allumette qu'on allume sur un plateau, une allumette qu'on allume dans la vie, c'est la même chose. Et le plateau n'est pas là pour imiter la vie. Il est là pour trouver des gestes, des voix, des fonctions à la parole qui ne se retrouvent pas dans le monde. Et je crois qu'il dessine à cet endroit-là un espace de négation, et donc de résistance aussi au sens qu'on voudrait lui plaquer. Même mon hypothèse sur le petit tas de boue, elle ne tient que le temps d'être énoncée. Et puis... voilà, la pièce de Genet résiste aussi à ça, c'est-à-dire qu'elle occupe une négation même par rapport à toute personne qui essayerait de la capturer dans une intelligibilité, dans un message. Et à ce titre-là, de faire valoir un espace dans le monde qui ne ressemble pas au monde, là, je crois qu'il y a en tout cas, il y a un projet politique tout à fait singulier. Est-ce que tout ça nous fait oublier le tout début de la pièce, en fait, qui est une dédicace. Et on voit bien que c'est à tiroir, en fait. C'est-à-dire qu'on part du scandale pour parler de la guerre d'Algérie, qui est une espèce de panorama dans la pièce. Quelque chose dont on peut, d'ailleurs, à travers, en faisant très attention, finalement, on voit bien les allusions très précises que Genet peut faire à certains moments, à certains développements, de certaines étapes, non pas de la guerre d'Algérie, mais de la colonisation, puisqu'il remonte à 1840 dans la pièce. Donc, il peut les nommer hein, quand il veut. Là, il y a ce que vient de pointer Olivier qui est tellement juste, et puis il y a cette dédicace qui ouvre la pièce. Et la pièce, elle est dédiée à un jeune mort. Et pour moi, la clé d'entrée, c'était celle-là. C'est-à-dire, et pareil, c'est-à-dire d'envisager le théâtre comme le lieu où on peut accéder, c'est-à-dire à vraiment l'invisible, qui est le monde des morts, la mort, que lui-même, dans sa tentative d'écriture, on trouve toujours ça, c'est-à-dire cette façon de se reconnecter à ses morts. Ce que dans une scène magnifique, celle du cimetière, où il fait parler le mort par une autre bouche, par la bouche de quelqu'un d'autre, et qui lui dit « Mais tu as voulu aller réveiller un mort pour ton orgueil personnel, mais tu n'iras pas jusqu'au monde des morts. » Et donc, ni dans le monde des vivants, ni dans le monde des morts, mais qu'il y ait cette tentative-là, c'est-à-dire d'utiliser le théâtre dont il dit que finalement la pièce pourrait se jouer une seule fois de nuit dans un cimetière. Il dit ça et en même temps, il est très content que ça se joue à l'Odéon hein, pendant un mois. Mais cette idée-là, c'est-à-dire, celle-là aussi, elle va dans le sens de ce que dit Olivier, c'est-à-dire d'un autre monde, d'une autre réalité qui n'est pas notre réalité, et de cette tentative d'écriture de cette pièce-là pour se donner déjà à lui la possibilité peut-être de... Est-ce que c'est réparer? Est-ce que c'est les retrouver? Est-ce que c'est en tout cas une opération intime qui naît de sa solitude, qui naît de quelque chose de très profond, de très intime, dans son rapport aux morts, à ses morts. Parce qu'il dit un jeune mort, peut-être il y en a plusieurs. Enfin, on sait bien qu'à un moment, Leïla dit c'est beau une allumette, ça flambe, et puis ça devient tendre, etc. Et on pense à... Ou la mère, quand elle dit je fabrique des petits enterrements, et on pense à pompe funèbre, quand il va
à l'enterrement de Jean de Carnin, qu'il a cette petite boîte d'allumettes dans la poche, qui évoque le cercueil. Enfin, c'est quand même une écriture hantée. C'est une écriture de la solitude, une écriture de la hantise. Et les paravents, je pense, sont vraiment aussi en ça une proposition assez extraordinaire comme tentative de renouer quelque chose avec les absents. En tout cas, le fait que ça commence par... en tout cas, moi, pour faire la mise en scène, j'ai besoin de tirer un fil, et ce fil, il se tend facilement entre la première phrase, qui n'est pas « rose, le ciel est rose » dit par Saïd, mais qui est cette dédicace à un jeune mort, et qui, la pièce se termine par « il est où ?» Il est où Saïd? Donc, qui traverse cette pièce? Quel est voilà, cet autre monde, ni visible ni invisible, mais que peut-être le théâtre peut révéler. Ouais, pardon. Oui, mais oui, écrire. Mais il y a aussi la phrase de Genet qui est où au fond, il dit écrire pour les morts. Mais il dit écrire pour des morts qui n'ont pas nécessairement été vivants. C'est-à-dire que Genet aussi avait une difficulté, c'est que il ne savait pas très bien pour qui il écrivait, puisque il était pris dans cette contradiction d'écrire pour des gens qui ne pouvaient pas le lire et d'être lu par des gens contre qui il écrivait. Donc, pour qui écrire, c'était... Donc, Les Morts est une oblique qui lui permet de retrouver, comme d'ailleurs dans Les Paravents, il y a ce royaume des morts où tout le monde, ou presque, se retrouve, et dont on ne sait pas très bien d'ailleurs si c'est l'espace de la réconciliation ou l'espace de l'indistinction, puisque un des mystères quand même et des questions les plus difficiles, je crois que c'est vous qui l'aviez dit là et là précédemment, c'était pourquoi est-ce que Saïd n'arrive pas dans le royaume des morts? Le personnage central, tout le monde arrive, hein, les colons, les arabes, les bons, les méchants, ils arrivent tous dans le royaume des morts, mais pas Saïd et pas Layla. Et donc, alors que la mère y arrive. Mais bon, donc voilà, c'est une. Mais peut-être aussi parce que Saïd, dont le dernier mot de la pièce dit qu'il se réfugie peut-être dans une chanson. Une chanson, ça veut dire aussi la poésie dont tu parlais tout à l'heure, et que justement les poètes sont sur une frontière entre la vie et la mort. C'est-à-dire que lorsqu'on lit des poètes qui sont morts depuis longtemps, ils sont vivants, et que ils sont dans un entre-deux. Voilà. Donc il y a là. Mais le fait, la notion des morts, écrire le fait que la pièce soit dédiée à un mort est effectivement capital. Mais toute l'œuvre de Genet est dédiée à des morts. Je veux dire, ses premiers livres sont dédiés à des grands criminels qui ont été exécutés. Et puis toute sa vie, il a raconté au fond un long enterrement, quoi. Et même, on peut penser une chose, c'est que son tout dernier livre, donc, qui est dédié à sa grande pérégrination auprès des Black Panthers aux États-Unis et des Palestiniens dans les camps de Jordanie, il sait que lui-même va mourir, et donc il s'arrange même pour être mort au moment où le livre paraît, de sorte que d'une certaine façon, c'est le seul livre qui est dédié à des vivants, mais c'est lui qui est mort. Ça me ramène à cette histoire. Je crois que c'est toi, Albert, qui m'avait raconté cette histoire de pendant l'écriture des Paravents. Donc Abdallah, qui était l'homme qu'il aimait, le funambule, est mort, et Jean Genet va prendre en charge sa concession. Et les concessions, c'est 22 ans. Et en tout cas, cette histoire, pour moi, elle était plus déclencheur que n'importe quoi, hein. En fait, quand Jean Genet va mourir,
la concession d'Abdallah arrive à son terme après 22 ans. Et comme il est mort, il ne peut pas la payer. Et le jour où on va enterrer Jean Genet, on va jeter Abdallah dans la fosse commune. Et dans cette coïncidence, dans cette inversion, enfin, il y a quelque chose qui est tellement inouï. C'est exactement 22 ans, hein, c'est-à-dire Abdallah meurt en 1964, Genet en 86, et donc l'année où Genet est enterré, lui au Maroc, donc Abdallah, sa concession rejoint la fosse commune, quoi. Je vais vous poser une dernière question à tous les trois, justement sur les morts, puisqu'il y a 2 tableaux sur les 16 qui constituent la pièce, où on est chez les morts. Et donc il y a Saïd et Leïla, effectivement, qui n'y arrivent jamais, qui se perdent en route, qui disparaissent. Mais il y a tous les autres personnages, ils sont plus de 100 dans les paravents, plus de 100 personnages. Et tous meurent, et tous débarquent donc dans ce monde des morts, autour de la mer. Et on l'a dit, Genet semble écrire avec Saïd et Leïla des personnages qui s'arrachent au temps historique qui est le leur, qui est celui de la guerre. Est-ce que tous les morts, et là pour le coup donc tous les autres personnages, ne s'arrachent pas à quelque chose quand ils traversent le paravent qui les conduit dans l'espace des morts, le lieutenant à sa patrie, le sergent à ses galons, Warda à son bordel qui est la tenancière du bordel, à son bordel qui disparaît. Je veux dire, c'est une question sérieuse. Est-ce que la mort, c'est pas une sorte de libération, d'émancipation pour Genet, ou en tout cas dans cette pièce? Alors, disons qu'il y a ce dispositif, ce procédé, enfin, qui est assez formidable parce qu'il est à la fois très simple et formidablement explicite, qui est les morts quand ils traversent un paravent. Hein. Donc, et en même temps qu'ils le traversent, ils disent « Ah tiens, c'est tellement simple, ce n'était donc que ça ». Et donc le passage, et c'est formidable parce que finalement le passage d'un état à un autre, c'est toujours une traversée. On crève une feuille, un paravent, et on passe de l'autre côté. Et là, effectivement, il y a peut-être une des clés chez Genet, parce que c'est le moment, effectivement, où, comme vous disiez, c'est-à-dire chacun renonce à tous les signes qui le composaient. Hein, et en même temps se retrouve hors de tous ces signes, mais toujours vivant, puisqu'il est encore un acteur qui reste de l'autre côté, mais dénudé de tout ce qui faisait, on va dire, la panoplie de son identité, quoi. Et là, il y a quelque chose qui est effectivement libérateur quand même. C'est-à-dire que chez Genet, le royaume des morts est quand même un espace peut-être qui échappe enfin à son propre refus de toute vie sociale. Genet s'est toujours débattu durant toute sa vie d'écrivain, de trucs contre le fait de réussir, quoi. Pour Genet, il a tout fait il a commencé à écrire en prison, il a tout fait pour sortir de prison, mais en même temps, donc il a commencé à écrire pour ça, et il a réussi, mais le jour où il est sorti de prison, ça a été déjà une grave crise pour lui, parce qu'il a dit « une fois libre, j'étais perdu ». Et puis,
Et puis, à partir du moment où il a été reconnu comme écrivain, il a traversé la plus grande crise de sa vie, c'est-à-dire qu'avec des périodes de silence, des périodes de tentatives de suicide, et le royaume des morts dans les paravents, c'est peut-être un des rares espaces qui échappe justement, où il y a presque un repos. Enfin, c'est peut-être le mot qui est le plus étranger à Genet, repos, et c'est peut-être le seul lieu où quelque chose se passe de façon un peu hors de la voilà de la guerre, quoi, de la guerre. Un mot pour conclure, Olivier, Arthur. Oui, la mort est elle est décisive, elle est permanente. Il y a plein de fois, il y revient. En t'écoutant, là, Albert, je pensais à mais tu me contredis si je dis une bêtise. Je pensais, c'est dans le récit qu'il fait sur le massacre de Shatila, où il passe parmi les cadavres et il a une formule qui est où il dit qu'il voit un cadavre dans une position que seul l'amour aussi permettrait d'adopter, tellement ce corps est impudique, tellement et donc il y a comme ça des points de montage qui sont... Et puis toute cette chose sur la mort qui vient donner du sens à une vie. C'est seulement au moment de la mort que la signification d'une vie peut s'éclairer. Mais bon, je ne vais pas redire ce que tu as dit tellement mieux. Juste, ça me faisait penser en t'écoutant à une chose, c'est que à un moment, il raconte, alors je crois que c'est à l'adolescence, qu'il envoie une carte postale à une dame pour la remercier. Et au lieu d'écrire la carte postale, il voit le grenu de la carte, enfin la matière de la carte, et il se met à décrire la carte. Et donc il envoie la description de la carte à la dame. Et je trouve ça formidable en fait de se dire mais c'est un braquage de fonction. C'est-à-dire une carte sert à dire bonjour, ça va, et non, lui il va décrire la carte. Et en t'écoutant, je me disais mais en fait il fait la même chose avec le théâtre. C'est-à-dire qu'il braque la fonction du théâtre. Le théâtre s'adresse au vivant, au présent, dans le moment éphémère de la rencontre, et lui braque ça pour s'adresser aux morts. Et je trouve que ce changement de fonction est tout à fait bouleversant. Arthur, un mot pour conclure? Non. C'est non. Non, mais c'est très bien ce qu'a dit Olivier. Ah oui, non. Voilà, c'est très Genet. Non, mais après, c'est le spectacle qu'il raconte. On laisse les choses le plus ouvert possible dans le spectacle. Je n'ai pas envie là de... Merci beaucoup. Merci pour votre attention. À tout à l'heure.